J'ai assisté au dîner de travail de ma femme et j'ai vu sur ma carte de visite qu'il était écrit « Idiot sans cervelle ». Ma femme, son amant, son patron, et ses collègues ont éclaté de rire. Mendiant, ont-ils crié. Mais au moment de rentrer, j'ai dit au président, je coupe les ponts avec vous. Je m'appelle Jared Winslow, et si vous m'aviez dit il y a 6 mois que je serais assis dans mon atelier à 2 heures du matin, entouré de sueur et des fantômes de ce qui était autrefois mon mariage, je vous aurais ri au nez. Mais me voilà, à caresser le grain de cette table en acajou que je suis en train de construire, essayant de comprendre comment tout a pu aller si mal si vite. Revenons en arrière. Depuis 8 ans, je suis marié à Bianca Winslow. Bon, techniquement, elle a gardé son nom de jeune fille Martinez pour des raisons professionnelles, mais vous voyez le tableau. C'est ce qu'on appelle une étoile montante chez Reinhardt & Rowe, un de ces bureaux d'architecture haut de gamme du centre-ville où l'on vous facture 5000 $ pour vous dire de quelle couleur peindre votre salle de bain. Moi, je dirige Craftwise Build, ma petite entreprise de menuiserie que j'ai créée dans notre garage et que j'ai réussi à transformer. Quelque chose de convenable. Rien de tape à accent grave-l'œil, remarquez. Je ne construis pas de yacht sur mesure ni rien de fou du genre. Juste du travail honnête. Des meubles de cuisine, des étagères encastrées, peut-être une table de salle à manger pour un anniversaire. Le genre de choses qui durent plus longtemps que ceux qui les achètent. Bianca disait toujours qu'elle était fière de ce que je faisais, surtout quand ses collègues chics avaient besoin de quelque chose et que je leur accordais la réduction famille et amis. Mon mari est un vrai artisan, leur disait-elle. Et je ressentais cette chaleur que l'on ressent quand la personne qu'on aime nous voit telle que nous sommes. Du moins, c'est ce que je pensais. Il y a environ 3 semaines, elle est rentrée du travail avec une énergie étrange. Mi-excitée, mi-nerveuse, comme une enfant qui sait qu'elle va se faire prendre à faire quelque chose qu'elle ne devrait pas. Elle se tenait dans notre cuisine, immobile, dans ce blazer noir impeccable qu'elle porte quand elle veut paraître importante, et elle a tout lâché. L'entreprise organise son dîner annuel vendredi prochain. Tu devrais venir avec moi. Bon, ça pourrait. Ça ne te semble pas si grave, mais Bianca ne m'avait jamais invité à ce genre de choses. En 8 ans de mariage, j'avais entendu parler de plein d'événements d'entreprise, des fêtes de Noël, des barbecues d'été, des week-ends de team building dans les hantons, mais je n'en étais jamais partie prenante. C'est juste pour le boulot, disait-elle toujours. On s'ennuierait à mourir. Et honnêtement, ça ne me dérangeait pas. Je me disais que traîner avec une bande de designers prétentieux qui parlent de fun et de matériaux durables, ce n'était pas vraiment mon truc de toute façon. Mais cette fois, c'était différent. Elle sautait presque sur ses talons quand elle me l'a demandé. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui me laissait penser que ça comptait vraiment pour elle. Peut-être qu'elle voulait enfin me mettre en valeur, tu vois? Peut-être qu'après toutes ces années à séparer sa vie professionnelle et sa vie privée, elle était prête à les laisser se chevaucher un peu. Vraiment, demandai-je en posant la bière que je sirotais. Tu veux que je sois là? Bien sûr que oui, dit-elle. Et elle céda. Ce sourire, celui qui m'a fait craquer pour elle. À l'époque où nous étions tous les deux étudiants fauchés et que l'avenir semblait être une route sans issue que nous allions parcourir ensemble. Ce sera amusant, de la bonne nourriture, du bon vin, et tu rencontreras enfin tous mes collègues. J'aurais dû prêter plus attention à la façon dont elle a dit, tout le monde. Il y avait quelque chose de bizarre, comme si elle testait le mot pour voir son goût, mais j'étais trop occupé à me sentir flatté pour remarquer les signes avant-coureurs. Quel est le code vestimentaire? Ai-je demandé, en fouillant déjà mentalement dans ma garde-robe. J'avais peut-être 2 costumes qui ne sentaient pas la tache, et l'un d'eux avait encore une petite marque de brûlure datant de mon trot près des Sanders l'hiver dernier. Mais juste ton tailleur bleu marine, a-t-elle dit, sortant déjà son téléphone pour envoyer un message. Celui que tu portais au mariage de mon cousin. Tu étais vraiment beau avec. Sa façon de le dire, décontractée et distraite, m'a donné l'impression d'être déjà une pensée secondaire dans ses préparatifs, mais j'ai repoussé ce sentiment. C'était censé être une bonne chose, non? Ma femme voulait que je sois à ses côtés pour un événement professionnel important. Ça devait bien vouloir dire quelque chose. La semaine suivante, je me suis surpris à l'attendre avec impatience. J'ai fait nettoyer le costume à sec et acheté une nouvelle cravate. Rien de trop voyant, juste un bleu foncé sobre qui se fondrait dans le décor sans donner l'impression d'en faire trop. J'ai même regardé quelques vidéos YouTube sur la dégustation de vin, au cas où la conversation tournerait dans ce sens. Je voulais faire bonne impression, pas seulement pour moi, mais pour Bianca.
Je savais combien sa carrière comptait pour elle. Et si être un bon mari signifiait se la couler douce avec sa patronne et faire semblant de se soucier de la différence entre la peinture coquille d'œuf et la peinture ivoire, alors c'est ce que j'allais faire. La veille du dîner, j'étais à l'atelier en train de finaliser une boîte à bijoux que je fabriquais pour notre anniversaire. Juste une petite chose, en noyer avec des incrustations de cerisier. Le genre de pièce qui prend une éternité à réaliser, mais qui en vaut la peine quand on y parvient enfin. Bianca est descendue me dire qu'elle allait se coucher et s'est arrêtée sur le seuil, comme si elle voulait dire autre chose. « Tu es nerveuse pour demain ?» ai-je demandé, sans lever les yeux du délicat travail que je faisais sur les gonds. « Non » a-t-elle répondu. Mais quelque chose dans sa voix suggérait le contraire. « Vraiment ?» J'ai posé mes outils et me suis retourné pour la regarder. Elle portait ce vieux t-shirt Princeton qu'elle avait depuis la fac, et ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon décoiffé. Et pendant une seconde, elle ressemblait comme deux gouttes d'eau à la fille que j'avais épousée. Jeune, incertaine et belle, d'une manière qui n'avait rien à voir avec les vêtements coûteux et le maquillage impeccable qu'elle portait au travail. « Devrais-je l'être ?» ai-je demandé. Elle est restée silencieuse un long moment, et j'ai eu l'impression qu'elle était en pleine réflexion intérieure. Finalement, elle a secoué la tête et m'a adressé un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. De conception et de construction. L'artisan qui s'était éloigné d'un partenariat lucratif plutôt que de tolérer le manque de respect. Il avait ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginé m'a amené des clients qui appréciaient l'intégrité autant que les compétences et qui transforment Craftwise à partir d'une opération d'un seul homme en quelque chose qui commençait à ressembler à une vraie entreprise. Mon téléphone a bourdonné un SMS et j'ai baissé les yeux pour voir que c'était de Tom Rodriguez, l'entrepreneur qui avait été l'un des premiers à appeler après l'incident du dîner. Je viens de voir l'article dans Architectural Digest. Le message disait « Tu es célèbre maintenant, mon ami ». Où elle méritait. J'ai froncé les sourcils et j'ai regardé Patricia. Quel article ? Elle sourit et sortit sa tablette, faisant défiler jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait. J'allais mentionner cela, mais je voulais attendre que nous ayons fini de discuter du projet de l'hôtel. Jetez un œil. L'article était intitulé « Intégrité à l'ère d'Instagram ». Pourquoi un artisan représente le respect et de remodeler l'industrie et il a présenté une photo pleine page de moi dans mon atelier entouré des outils et des projets qui définissent ma vie quotidienne. La pièce a continué à décrire ce qui s'était passé à la Reinhardt et au dîner de rang, mais pas à une manière sensationnelle ou potide. Vincent Maddox, a déclaré Patricia, pointant une citation à mi-chemin de la page. De nous, il y a une différence entre être professionnel et être un paillasson. Beaucoup de gens dans cette industrie a examiné leurs propres normes et frontières. L'article a poursuivi en mentionnant que plusieurs autres entrepreneurs et artisanaux ont présenté leurs propres histoires de mauvais traitements dans diverses entreprises, ce qui a conduit à ce qu'un expert de l'industrie a qualifié une conversation attendue depuis longtemps sur la culture du lieu de travail dans le monde du design. Il y a plus, a déclaré Patricia, tournant la tablette pour me montrer une autre section. Ils mettent en vedette votre travail dans le numéro du mois prochain. La boîte à bijoux que vous avez faite pour votre anniversaire, certaines des armoires personnalisées de vos projets résidentiels et des croquis préliminaires pour le projet de l'hôtel. Vous allez être l'histoire de la couverture. J'ai regardé l'écran, essayant de traiter le fait que mon visage allait être sur la couverture de l'un des magazines de design les plus prestigieux du pays. Il y a un an, j'avais été reconnaissant pour la mention occasionnelle de Reinhardt et de Rose Marketing Material. Maintenant, je ressens apparemment une sorte de porte-parole de l'industrie pour l'intégrité et la qualité de la qualité. Demanda Patricia, étudiant mon expression. Être le visage du mouvement pour ramener le respect au métier qualifié. J'ai pensé à cette question en regardant autour de la salle de conférence à la table que j'avais construite de mes propres mains. Dans le partenariat réussi, j'avais forgé avec des personnes qui appréciaient mon travail, à l'avenir qui s'ouvrait d'une manière que je n'aurais jamais pu prédire. Honnêtement, j'ai dit. J'ai l'impression de rentrer à la maison. Mon téléphone a de nouveau bourdonné, cette fois avec un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai presque laissé aller à la messagerie vocale, mais quelque chose m'a fait répondre. Jared Winslow. Monsieur Michael a parlé avec vous il y a quelques mois. L'intégrité sur le profit. Quand j'avais été licencié comme une poubelle idiote sans aucune idée. Parlez, dis-je. Parce que parfois, lorsque vous vous défendez et refusez d'accepter rien de moins que le respect, le monde entier remarque. Et parfois, il décide de construire quelque chose de mieux à côté de vous. Je n'étais plus de Bianca plus un. Je n'étais personne après coup ou un soulagement comique ou une cible pratique.
J'étais Jared Winslow, artisan et homme d'affaires, personnalité de la couverture et de la télévision, constructeur de belles choses qui survivraient à toutes les petites personnes qui pensaient autrefois qu'elles étaient meilleures que moi. Et je n'aurais jamais eu besoin de projecteurs pour briller. Non, a-t-elle dit. Tout ira bien. Ça aurait dû être mon deuxième signal d'alarme, mais comme une idiote, je l'ai cru. Tout n'allait pas bien se passer. Vendredi est arrivé plus vite que prévu. Et à 18h, j'avais déjà ce nœud au ventre familier qui accompagne la tentative de s'intégrer dans un monde différent. J'avais passé la majeure partie de l'après-midi à me préparer, à prendre 2 douches, car la première fois, je sentais encore le pain avec lequel j'avais travaillé toute la semaine, à me raser soigneusement autour de cette cicatrice sur ma mâchoire, due à un accident de défonceuse 3 ans plus tôt, et à m'assurer que mon tailleur bleu marine soit aussi beau qu'il le serait pour un homme qui passe la plupart de son temps en bottes de travail et chemise en flanelle. Bianca se préparait à l'étage depuis ce qui m'a semblé des heures. Et lorsqu'elle est enfin descendue, je jure que mon cœur s'est arrêté un instant. Elle portait cette robe en soie bleu marine qui la moulait parfaitement, et ses cheveux noirs étaient tirés en arrière dans une sorte de chignon élégant qu'elle avait probablement mis 1 heure à peaufiner. Cette femme savait comment faire une entrée remarquée. Je lui accorde ça. Putain, ma belle, dis-je en me levant du canapé où je consultais nerveusement mon téléphone. Tu es absolument magnifique. Elle s'arrêta en bas de l'escalier et lissa le devant de sa robe. Mais au lieu de m'adresser le sourire s'il te plaît auquel je m'attendais, elle hocha simplement la tête et me remercia. Pas merci. Pas, tu es superbe aussi. Juste un remerciement distrait et plat, comme si j'avais fait un commentaire sur la météo. Ça aurait dû être mon premier indice que quelque chose clochait. Mais j'étais trop occupé à la soutenir pour vraiment comprendre. Peut-être qu'elle était juste nerveuse à propos du dîner. C'est vrai. Les grands événements professionnels peuvent être stressants, surtout quand on essaie de gravir les échelons dans un endroit comme Reinhardt & Rowe. Prête à partir ? Demandai-je en attrapant mes clés dans le récipient près de la porte d'entrée. Je suppose, dit-elle, ce qui n'était pas exactement la réponse enthousiaste que j'espérais. Le trajet jusqu'au lieu de l'événement a duré environ 20 minutes, et j'ai passé la majeure partie de mon temps à essayer de discuter pendant que Bianca regardait par la fenêtre côté passager comme si elle regardait un film que je ne pouvais pas voir. J'ai essayé de parler travail d'abord. Je lui ai parlé de ce nouveau projet que j'avais décroché, la fabrication d'armoires sur mesure pour un jeune couple qui venait d'acheter sa première maison. D'habitude, elle aimait entendre parler de mes clients, surtout de ceux qui débutaient, et cela nous rappelait notre jeunesse et notre métier d'agent immobilier. C'est sympa, a-t-elle dit. Mais je voyais bien qu'elle n'écoutait pas vraiment. J'ai donc changé de sujet et je l'ai interrogée sur son travail. Comment avance ce projet de hall d'hôtel ? Celui du centre-ville avec tous ses besoins d'éclairage incroyables ? Bien, a-t-elle répondu. C'est bien. J'ai réessayé, en abordant un sujet complètement différent. Ce documentaire que j'avais regardé sur les techniques traditionnelles japonaises du travail du bois, et je pensais qu'elle pourrait le trouver intéressant, car elle n'arrêtait pas de parler de l'importance de l'artisanat et du design. Mais tout ce que j'ai eu, c'est un autre hochement de tête distrait et même, qui m'a fait comprendre qu'elle avait complètement l'esprit ailleurs. Quand nous sommes arrivés sur le parking de la salle, un endroit chic appelé le Méridien, qui semblait demander $50 rien que pour passer la porte d'entrée, j'avais l'impression d'emmener une inconnue au bal de promo. La femme assise à côté de moi ressemblait à ma femme, mais elle ne se comportait absolument pas comme elle. « Ça va ?» ai-je demandé en coupant le moteur. « Tu as l'air un peu bizarre ce soir. » L'espace d'une seconde, quelque chose a brillé sur son visage. De la culpabilité, peut-être, ou de la peur, mais c'est passé si vite que je l'ai peut-être imaginé. « Je vais bien ?» a-t-elle dit en tendant déjà la main vers la poignée de la portière. « Je veux juste faire bonne impression, tu sais. » Je ne savais pas vraiment, car depuis toutes ces années que je connaissais Bianca, elle n'avait jamais été du genre à s'inquiéter en société. C'était elle qui pouvait entrer dans une pièce pleine d'inconnus et en avoir la moitié qui lui mangeait dans la main en moins de 10 minutes. L'assurance, c'était son truc. Mais avant que je puisse poser d'autres questions, elle était déjà sortie de la voiture et lissait sa robe, arborant ce que je réalise maintenant être son air de joueur. Je me suis dépêché de la rattraper, redressant ma cravate tandis que nous nous dirigions vers l'entrée. C'est là que je l'ai vue. Lennox Carter se tenait juste derrière les portes vitrées. Et dès qu'il a aperçu Bianca à travers les vitres, son visage s'est illuminé comme si elle était la plus belle personne qu'il ait vue de la journée. C'était un bel homme, je l'avoue, grand, bien habillé,
avec ce genre de sourire facile qui donnait probablement envie aux clients de lui donner leur carte de crédit sans trop poser de questions. Mais il y avait quelque chose dans son regard vers ma femme qui a fait hurler tous mes instincts. Dès que nous avons franchi la porte, Lennox s'est immédiatement avancé et j'ai vu son regard parcourir Bianca du visage à ses chaussures, puis remonter, comme s'il examinait une œuvre d'art qu'il envisageait d'acheter. « Bianca » a-t-il dit d'une voix chaleureuse, trop familière, trop intime pour un patron saluant un employé. « Tu es superbe ce soir. » Elle a souri, vraiment souri, la première vraie expression que je lui avais vue de toute la soirée, et a dit « Merci, Lennox. Tu es plutôt bien comme ça toi-même. » Et c'est là que j'ai su, peut-être pas toute la vérité, pas encore, mais suffisamment pour comprendre que ce qui se passait entre eux durait depuis un moment. Leur façon de se regarder, le rythme tranquille de leur conversation, le fait qu'ils n'aient même pas encore reconnu mon existence, tout cela indiquait quelque chose auquel je ne voulais vraiment pas penser. Finalement, Lennox s'est tourné vers moi avec ce sourire d'entraînement, celui qu'il adressait probablement aux clients qu'il n'appréciait pas particulièrement, mais avec lesquels il devait être gentil quand même. « Et tu dois être Jared, dit-il en me tendant la main. On a tellement entendu parler de toi. » « Oui, pensais-je en lui serrant la main et en le sentant serrer un peu trop fort. Je parie que oui. Suivre Linux à l'intérieur me donnait l'impression d'entrer dans une sorte de rêve fiévreux. La salle était de ces endroits où l'argent était omniprésent. Des lustres en cristal suspendus à un plafond voûté. Des sols en marbre si polis qu'on pourrait probablement se raser dans leurs reflets, et des murs tapissés d'œuvres d'art abstraits qui me coûtaient probablement plus cher que ce que je gagnais en un an. Tout scintillait sous la lumière chaleureuse, et les rires et les conversations résonnaient sur les surfaces dures, me donnant l'impression d'entrer dans une chambre d'écho de privilèges. Je restais collé à Bianca tandis que nous traversions la foule, mais c'était comme la voir se transformer en quelqu'un que je reconnaissais à peine. La femme distante et nerveuse du trajet en voiture avait disparu, remplacée par cette femme confiante et sociable qui semblait connaître tout le monde et illuminer chaque conversation à laquelle elle participait. C'était impressionnant, honnêtement, mais aussi un peu troublant, comme voir une actrice se glisser dans son personnage sous vos yeux. Ses collègues se sont précipités autour d'elle presque immédiatement. Un mélange d'hommes et de femmes en vêtements de créateurs, tous avec ce regard particulier de ceux qui dépensent trop pour des choses censées leur donner une allure naturelle. Ils complimentaient sa robe, ses cheveux, ses boucles d'oreilles, et elle s'en régalait comme si elle avait été en manque d'attention toute la semaine. « Bianca, tu es absolument radieuse ce soir », s'exclama cette rousse en robe de cocktail noir que je me souvenais vaguement avoir rencontrée à une fête de Noël d'entreprise il y a des années. « Cette robe te va à ravir. » Ajouta une autre femme aux cheveux blonds parfaitement lisses et aux lèvres si brillantes qu'elles reflétaient la lumière du lustre. « Il faut que tu nous dises où tu as trouvé ces chaussures, intervint une troisième. Et soudain, Bianca était au centre de ce petit cercle d'admiration, baignant dans l'attention comme un chat sous un rayon de soleil. Et moi ? J'aurais aussi bien pu être invisible. Aucune d'elles ne remarqua ma présence. Pas un seul, ravi de te revoir, Jared, ni, comment va ton entreprise de menuiserie, ni même un simple signe de tête polie. Je me tenais là, à côté de ma femme, comme un meuble qu'elle aurait traîné et oublié. Au début, j'ai essayé de leur accorder le bénéfice du doute. Peut-être était-il simplement ravi de revoir Bianca et m'inclurait-il dans la conversation une fois les premiers ennuis terminés. Mais à mesure que les minutes passaient et que le cercle d'admirateurs s'élargissait, il devenait évident que je ne faisais pas partie de l'équation. J'étais le « plus one » qui n'avait aucune importance. Le mari qui était là pour être vu mais pas entendu. Bianca ne semblait pas le remarquer, ou si elle le remarquait, elle ne semblait pas s'en soucier. Elle était dans son élément, parlant de projets à venir et des tendances du secteur, riant à des blagues que je ne comprenais pas, et se comportant comme si elle appartenait à ce monde de goûts dispendieux et de tout ce qui est design. Finalement, quelqu'un, je crois que c'était Lennox, même si je ne le voyais pas à travers la foule, appela tout le monde à prendre place pour le dîner. Le groupe commença à se diriger vers une longue table dressée au centre de la pièce, recouverte d'une nappe blanche si impeccable qu'on aurait dit qu'elle avait été amidonnée et repassée l'après-midi même. Des assiettes bordées d'or reflétaient la lumière des lustres, et des verres en cristal se tenaient au garde-à-vous tels de petits soldats attendant leurs ordres. Chaque couvert était orné d'une petite carte blanche ornée d'une élégante écriture manuscrite, le genre de calligraphie qui coûte probablement plus cher par lettre que ce que la plupart des gens dépensent en course. Les gens déambulaient autour de la table à la recherche de leur nom, discutant et riant en trouvant leur place. Je suivis Bianca autour de la table, la regardant parcourir les cartes avec l'intensité concentrée d'une personne passant un examen. Lorsqu'elle trouva la sienne,
Placée à peu près à mi-hauteur de la table, elle sourit et effleura la carte du bout du doigt. Me voici, dit-elle, puis chercha la mienne du regard. Vous devriez être quelque part par ici. J'ai commencé à vérifier les cartes près de la sienne, m'attendant à trouver mon nom sur l'une des cases voisines. Jared Winslow peut-être, ou Monsieur Winslow s'ils étaient formels. Mais en passant d'une carte à l'autre, je ne voyais mon nom nulle part. Puis je l'ai trouvé. La carte était placée juste en face du siège de Bianca. Et au premier coup d'œil, j'ai cru à une erreur. La calligraphie était magnifique, comme toutes les autres, mais les mots n'avaient aucun sens. J'ai repris la carte et les relus, certaine de m'être trompé. Mais non, elle était là, une écriture élégante qui avait probablement pris 20 minutes à quelqu'un pour la perfectionner. Un idiot sans le moindre indice. Je suis resté là, la carte à la main, à fixer ces 3 mots comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère que j'essayais de traduire. Ce devait être une erreur. Une erreur d'impression. Ou peut-être que les cartes s'étaient mélangées. Il était impossible, absolument impossible, que quelqu'un ait écrit cela délibérément. Mais en regardant autour de la table, j'ai commencé à remarquer des choses. La façon dont les conversations s'étaient calmées. La façon dont les gens me regardaient, puis détournaient rapidement le regard. La façon dont Bianca se tenait figée près de sa chaise, le visage pâle sous son maquillage soigneusement appliqué. Et puis ça a commencé. Le rire. Un ricanement venant de quelque part derrière moi, puis un petit rire, puis une explosion de larmes aux yeux. Un rire qui a rempli toute la pièce. Les gens se sont joints les uns aux autres jusqu'à ce que le son rebondisse sur le sol en marbre et les lustres en cristal comme un cauchemar acoustique. Lennox riait le plus fort, le visage rouge sous l'effort. Une main pressée contre sa poitrine comme s'il essayait de retenir son cœur de joie. Quelqu'un. Je ne voyais pas qui à cause du flou qui commençait à obscurcir ma vision, a crié, mendiant. Et le rire est devenu encore plus fort. Et ma femme, qui était censée être de mon côté, qui était censée me soutenir quoi qu'il arrive, ricanait. Pas de rire franc comme les autres, mais un rire rauque comme une adolescente qui vient d'entendre la meilleure blague de sa vie. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une farce cruelle qui aurait dégénéré. C'était planifié. C'était délibéré. Et Bianca, la femme que j'avais aimée, soutenue et avec qui j'avais construit ma vie, était impliquée depuis le début. Debout là, ce satané marque-place à la main, entouré par le son de leur rire résonnant sur toutes les surfaces polies de la pièce, j'ai senti quelque chose en moi se briser. Pas craquer comme on pourrait s'y attendre, mais se briser lentement, comme un morceau de bois qui a porté trop de poids pendant trop longtemps et qui finit par abandonner sa tentative de tout maintenir ensemble. La partie logique de mon cerveau, celle qui m'avait permis de traverser 8 ans de mariage et de bâtir une entreprise prospère à partir de rien, me hurlait dessus. Renverser la table, balancer la carte au visage suffisant de Linux, dire à chacun de ces prétentieux ce que je pensais de leur petite blague, sortir, faire une scène, exiger un peu de respect. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Au lieu de ça, je suis resté planté là, comme un idiot, cette carte à la main, à regarder leur visage. À les regarder vraiment, à mémoriser chaque détail de ce moment pour ne jamais oublier ce que j'avais ressenti en réalisant que les gens que j'essayais d'impressionner me prenaient pour un simple divertissement. La chute d'une blague que j'ignorais était en train d'être racontée. Lennox était pratiquement plié en deux, ses cheveux impeccables lui tombant dans les yeux tandis qu'il riait. La rousse de tout à l'heure avait la main pressée contre sa bouche comme si elle essayait de se contenir, mais ses épaules tremblaient à force de la retenir. La blonde aux lèvres brillantes essuyait ses larmes, veillant à ne pas tacher son maquillage. Et Bianca, bon sang, Bianca était le pire dans tout ça. Elle ne riait pas autant que les autres, mais elle riait, c'est sûr. Elle cachait son rire avec sa main, essayant d'avoir l'air gênée, mais pas au point de s'arrêter. Pas au point de me défendre. Pas au point de dire à ses collègues que c'était son mari. Ils étaient humiliants. C'est alors qu'elle s'est penchée vers moi, assez près pour que je puisse sentir son parfum et son souffle sur mon oreille, et a murmuré, c'est juste une blague, Jared. Ne me fais pas honte. Ne la fais pas honte. Ces 4 mots m'ont frappé plus fort que tous les rires réunis. Parce que, dans cette supplication murmurée, il y avait tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma place dans le monde de ma femme. Je n'étais pas son partenaire. Je n'étais pas son égal. J'étais une source potentielle de gêne qu'elle devait gérer et contrôler. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui m'avait probablement manqué depuis des mois,
peut-être des années. Elle n'avait pas honte de ce que ses collègues avaient fait. Elle s'inquiétait de ma réaction. Elle craignait que je ruine son image, que je la fasse passer pour une mauvaise personne devant ceux qu'elle s'efforçait tant d'impressionner. Les rires commençaient à s'estomper, remplacés par un silence plein d'attente, tandis que tout le monde attendait ma réaction. Allais-je perdre mon sang-froid? Allais-je partir en trombe? Leur offrirais-je la scène dramatique qu'ils espéraient probablement? Je sentis mes doigts se crisper sur la serviette posée à côté du marque-place offensant. L'espace d'une seconde, j'imaginais ce que cela ferait de renverser cette table parfaitement dressée et d'envoyer toutes ces assiettes bordées d'or et ces verres en cristal s'écraser sur le sol en marbre. De dire à Lennox ce que je pensais de lui et de son lieu de pouvoir amateur, d'attraper Bianca par le bras et de la tirer hors de la com le ferait un homme doté d'un peu de respect pour lui-même. Mais je ne fis rien de tout cela non plus. Au lieu de cela, j'ai posé soigneusement le marque-place sur la table, j'ai tiré la chaise et je me suis assis lentement, posément, comme un homme qui a tout son temps et qui n'aurait préféré être nulle part ailleurs. Le silence qui a suivi était différent du silence plein d'attente qui avait suivi les rires. C'était un silence gênant, un silence confus. Ils avaient installé leur petit piège en s'attendant à des feux d'artifice, et au lieu de cela, ils n'ont rien eu. Juste un type prenant calmement sa place à leur table élégante. J'ai étalé la serviette sur mes genoux et j'ai regardé autour de la table, croisant le regard de chaque personne qui riait quelques instants plus tôt. Pas de manière agressive, pas comme si j'essayais de les dévisager ou de les intimider. Juste regarder, inventorier, compter les visages et noter les noms pour référence ultérieure. Car voilà le problème avec ce genre de gens. Des gens qui se croient supérieurs aux autres. Des gens qui s'amusent à humilier les autres. Ils ne savent pas quoi faire quand leur cible refuse de jouer les victimes. Ils s'attendent à de la colère. Ils s'attendent à des sentiments blessés, à des sorties dramatiques et peut-être à quelques pleurs. Ce à quoi ils ne s'attendent pas, c'est une acceptation sereine. Lennox fut le premier à craquer. Il s'éclaircit la gorge et dit, « Allez, Jared. On s'amuse un peu. On est tous créatifs ici. On a le sens de l'humour. » J'acquiesçai poliment et pris mon verre d'eau. « Je le vois bien. » dis-je d'une voix posée et conversationnelle, très créative. Bianca me fixait de l'autre côté de la table, et je voyais presque les rouages tourner dans sa tête tandis qu'elle essayait de comprendre ce que je pensais. Bien. Qu'elle se pose des questions. Qu'elle reste assise là, dans sa belle robe de soie, à se demander ce qui se passait dans la tête de son mari. En vérité, je n'en étais pas sur moi-même. Tout ce que je savais, c'est que quelque chose de fondamental avait changé ces dernières minutes. L'homme qui était entré dans ce restaurant pour faire bonne impression auprès des collègues de sa femme avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un que je ne reconnaissais pas encore tout à fait. Quelqu'un qui en avait assez de ce que ces gens pensaient de lui. Quelqu'un qui commençait tout juste. J'ai repris le marque-place offensant et l'ai étudié comme si j'examinais une œuvre d'art. La calligraphie était vraiment magnifique. Je devais admettre que quelqu'un avait vraiment mis du sien pour rendre mon humiliation élégante. Vous savez, ai-je dit, assez fort pour que toute la table l'entende. C'est vraiment du beau travail. Très professionnel. Je suis curieux, qui est l'artiste? Le silence a duré ce qui m'a semblé des heures, mais n'a probablement duré que quelques secondes. Personne ne voulait s'en attribuer le mérite maintenant que la blague était tombée à l'eau. J'ai souri et j'ai posé le marque-place soigneusement à côté de mon assiette, comme si c'était un souvenir précieux. Qui que ce soit, ils ont un vrai talent. Et puis j'ai attendu de voir la suite. Le premier plat est arrivé avec tout le faste et la pompe qu'on attend d'un restaurant où le prix d'un repas est plus élevé que ce que la plupart des gens dépensent en courses en un mois. Une sorte de salade raffinée avec des ingrédients dont je ne pouvais prononcer le nom, disposés dans des assiettes qui semblaient sortir tout droit d'un musée d'art. Les serveurs se déplaçaient autour de la table avec une précision experte, déposant chaque assiette comme s'ils manipulaient des objets rares. Et soudain, chacun avait une autre préoccupation que l'éléphant dans la pièce, ou plutôt l'idiot inconscient assis à leur table parfaitement aménagée. Je mangeais lentement, méthodiquement, en veillant à utiliser la bonne fourchette parmi celles qu'ils avaient disposées à côté de mon assiette. Des années à observer Bianca gérer ce genre de situation sociale m'avaient appris une chose ou deux sur les bonnes manières, même si je n'avais jamais eu souvent l'occasion de m'en servir. Chaque bouchée était réfléchie. Chaque gorgée de vin était calculée pour montrer à ces gens que je n'allais nulle part, que je ne me laisserais pas bousculer ou intimider pour partir. La conversation reprit peu à peu autour de moi, mais elle était forcée, artificielle comme jamais auparavant.
Les gens s'efforçaient de faire comme si de rien n'était. Mais je sentais leur regard braqué sur moi chaque fois qu'ils pensaient que je ne regardais pas, attendant que je craque, peut-être, ou essayant de comprendre mon jeu. À peu près à mi-chemin du plat principal, un morceau de poisson prétentieux qui avait probablement sa propre page Wikipédia, Lennox a finalement agi. Il était resté silencieux pendant la majeure partie du repas, ce qui m'a surpris. Je m'attendais à ce qu'il soit du genre à ne pas laisser passer un instant de silence sans le remplir du son de sa propre voix. Mais il avait été patient, attendant le bon moment. Il s'est adossé à sa chaise, un verre de vin à la main, et m'a adressé son sourire suffisant. Celui qui disait qu'il savait quelque chose que j'ignorais, qu'il agissait à un niveau que je ne pouvais absolument pas comprendre. C'était le genre de sourire qui fonctionnait probablement très bien avec les clients et les subordonnés, mais il me donnait juste envie de voir combien de temps il lui faudrait pour l'effacer de son visage. « Tu sais, Jared » a-t-il dit d'une voix imprégnée de cette autorité désinvolte qui vient de l'habitude d'être écoutée. « Je dois dire que tu prends tout ça beaucoup mieux que je ne l'aurais cru. » Le silence retomba à la table. Non pas le silence gênant d'avant, mais le genre d'attention concentrée qu'on reçoit quand tout le monde sait qu'un événement important est sur le point de se produire. Même les serveurs semblent le sentir, se tenant près des portes de la cuisine au lieu de circuler avec leurs bouteilles de vin et leurs pichets d'eau. Vraiment, demandai-je en coupant un autre morceau de poisson avec les mêmes gestes précis que lorsque je travaillais sur un rôti particulièrement délicat. À quoi vous attendiez-vous exactement? Le sourire de Lennox s'élargit et je le vis se lancer dans ce qu'il pensait probablement être un petit jeu de pouvoir amusant. Le genre de partie d'échecs verbal qu'il avait l'habitude de gagner parce qu'il avait toutes les cartes en main et établissait toutes les règles. Eh bien, dit-il en faisant tournoyer son vin comme s'il était une sorte de scier. La plupart des gens seraient très contrariés de trouver un marque-place comme ça. Ça pourrait même faire une scène. Sortir en trombe, peut-être lancer quelques accusations. Il marqua une pause pour prendre une gorgée, visiblement amusé. Mais vous êtes assis là, calme comme un roc. C'est intéressant. J'ai hoché la tête pensivement, comme s'il venait de partager une profonde réflexion sur la nature humaine. Tu sembles en savoir long sur la réaction de la plupart des gens face à une humiliation lors d'un dîner. L'expérience, a-t-il dit avec un haussement d'épaules censé paraître décontracté, mais qui a semblé rôder. Tu as affaire à suffisamment de personnalités différentes dans ce milieu. Tu commences à reconnaître des schémas. Je parie que oui. J'ai bu une gorgée de mon propre vin, qui était, il faut l'admettre, plutôt bon, même si je n'allais pas lui donner la satisfaction de le dire. Ça doit être agréable de pouvoir prédire le comportement des gens. Ça facilite les manipulations, j'imagine. Ça a provoqué une réaction. Pas une grande. Lennox était trop calme pour ça, mais j'ai remarqué le léger resserrement de ses yeux. La façon dont son sourire est devenu un tout petit peu moins naturel. Il n'avait pas l'habitude qu'on l'interpelle aussi directement, surtout devant un public. Militer est un mot fort, a-t-il dit, mais sa voix avait perdu un peu de son assurance désinvolte. Je préfère penser à la dynamique sociale, comprendre ce qui motive les gens, non? Je me suis légèrement penché en avant, adoptant sa posture décontractée. Alors, quand quelqu'un écrivait « idiot et débile » sur mon marque-place, c'était juste toi qui comprenais ce qui me faisait vibrer. Le silence qui suivit fut si total que j'entendais la douce musique de jazz en fond sonore, quelque chose que je n'avais même pas remarqué auparavant. Le sourire de Lennox s'estompa un instant avant qu'il ne parvienne à le relever, mais c'était trop tard. Tout le monde à la table l'avait vu s'essouffler. Du calme, Jared, dit-il, et sa voix avait maintenant une pointe de mordant qu'elle n'avait jamais eue auparavant. On est tous créatifs ici. On a le sens de l'humour. On ne peut pas tout prendre trop au sérieux. C'était bien là, cette déviation, cette tentative de me faire porter le chapeau parce que je n'appréciais pas leurs petites blagues. C'était exactement ce à quoi je m'attendais et ce que j'attendais. J'ai regardé autour de la table, croisant le regard de chacun de ceux qui avaient ri plus tôt. Certains fixaient maintenant leur assiette, soudain fascinés par leur nourriture. D'autres observaient l'échange avec cette curiosité morbide qu'on éprouve lorsqu'on assiste à un accident de voiture au ralenti. Puis j'ai regardé Bianca. Elle était assise, parfaitement immobile, les mains jointes sur les genoux, le visage soigneusement neutre, mais je voyais la tension dans ses épaules, la façon dont elle se tenait, comme préparée à l'impact. Elle savait ce qui allait arriver, même si elle ne savait pas exactement quelle forme cela prendrait. Tu as tout à fait raison, Lennox, ai-je dit d'une voix aussi calme et mesurée que toute la soirée. Je devrais vraiment me détendre. Après tout,
Qu'est-ce qu'une petite humiliation entre amis? J'ai levé mon verre de vin pour trinquer, et le geste était si inattendu que quelques personnes ont levé leur verre en réponse avant de réaliser ce qu'elles faisaient. Au créatif, j'ai dit assez fort pour que tout le restaurant l'entende et fasse preuve d'humour. Linux souriait toujours, mais son sourire semblait maintenant peint, comme un masque qui commençait à se fissurer. Il a lui-même levé son verre, probablement parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Et c'est là que j'ai su que je le tenais. Car voilà le problème avec les tyrans, ils ne sont à l'aise que lorsqu'ils ont le contrôle. Lorsqu'ils peuvent prédire la réaction de leurs victimes, lorsqu'ils peuvent garder une longueur d'avance sur la conversation, mais que quelqu'un refuse de jouer selon leurs règles. Lorsqu'on retourne son propre jeu contre eux, ils ne savent plus quoi faire. Et Lennox Carter allait découvrir la créativité d'un simple menuisier. Le reste du repas se déroula dans une sorte d'animation suspendue, comme si tout le monde à la table retenait son souffle, attendant que quelque chose explose. Le dessert arriva. Une sorte de chocolat élaboré qui avait probablement nécessité 3 pâtissiers et un diplôme d'ingénieur pour être fabriqué. Et j'ai mangé chaque bouchée, en veillant à complimenter la présentation assez fort pour que les tables environnantes l'entendent. Le vin continuait de couler. Les conversations reprirent par à-coups, mais une tension sous-jacente traversait désormais tout le monde, une tension que personne ne parvenait à dissiper. Lennox s'était replié sur lui-même, travaillant d'arrache-pied pour charmer les autres invités et rétablir l'ambiance joviale qu'il avait orchestrée toute la soirée. Mais je voyais le calcul derrière chaque rire, chaque geste désinvolte, chaque tentative de remettre les choses en ordre. L'homme était déstabilisé, même s'il faisait de son mieux pour le cacher. Bianca ne m'avait pas adressé la parole depuis sa supplication chuchotée de ne pas la gêner. Elle jouait le rôle de la professionnelle sophistiquée, engageant des conversations animées sur les projets à venir et les tendances du secteur. Mais je l'ai surprise à me regarder à plusieurs reprises, essayant peut-être de deviner mon humeur ou de deviner ce que je comptais faire ensuite. En vérité, je n'en étais pas tout à fait sur moi-même. Quelque chose avait changé en moi lors de cet échange avec Linux. Quelque chose de fondamental que je n'arrivais pas encore à cerner. C'était comme entrer dans mon atelier et réaliser que tous mes outils avaient été réorganisés. Tout me semblait familier, mais les relations entre les choses avaient changé d'une manière qu'il me faudrait du temps pour comprendre pleinement. Ce que j'ignorais, c'est que j'en avais assez d'être la risée, d'être le mari censé sourire, hocher la tête et être reconnaissant pour les miettes de respect que ces gens avaient envie de me témoigner. J'en avais assez de prétendre que ce qui s'était passé ce soir était acceptable, drôle ou autre chose qu'une tentative calculée pour me remettre à ma place. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les gens commençaient à consulter leur téléphone et à évoquer des réunions matinales le lendemain, j'ai pris ma décision. Non pas la décision explosive de renverser la table qu'une partie de moi désirait encore prendre, mais quelque chose de plus précis, de plus précis. J'ai attendu que les serveurs aient débarrassé les dernières assiettes à dessert et que les gens commencent à s'éloigner de la table. Ce moment où un dîner officiel se transforme en conversation informelle et finalement en départ. Puis je me suis levé, j'ai lissé ma cravate et j'ai fait le tour de la table en direction de la tête où Vincent Maddox avait tenu sa cour toute la soirée. Vincent était le président de Reinhardt & Rose, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés et à la prestance qui lui avait valu des décennies d'expérience dans la conclusion de contrats et la gestion de personnalités. Je l'avais déjà rencontré une seule fois, il y a environ 3 ans, lors de la rénovation de leur bureau. Il avait été impressionné par mon savoir-faire et avait même mentionné combien il était rare de trouver quelqu'un qui comprenne l'importance de la qualité dans un monde où règnent les raccourcis et les alternatives bon marché. Alors que je m'approchais, Vincent leva les yeux de sa conversation avec une femme que je ne reconnaissais pas. Une cliente ou une partenaire potentielle, à en juger par sa tenue et l'intensité de leur discussion. Il sourit en me voyant arriver. Le genre de sourire poli, légèrement confus, qu'on adresse à quelqu'un qu'on reconnaît mais qu'on a du mal à identifier. « Jared, n'est-ce pas ?» dit-il en me tendant la main. « Content de te revoir. Comment va l'ébénisterie ? » « Ça marche bien. »« Merci de ta question, » répondis-je en lui serrant la main avec la fermeté que mon père m'avait inculquée à 12 ans. « En fait, c'est de ça que je voulais te parler. » Je fouillai dans la poche de ma veste et en sortis mon téléphone, parcourant mes photos jusqu'à retrouver celles que j'avais prises plus tôt. Le marque-place dans toute sa splendeur élégante et insultante, immortalisé avec une précision irréprochable par l'appareil photo de mon téléphone. Je prenais la photo pendant que tout le monde était distrait par ses salades. Mon instinct me disait que j'aurais peut-être besoin de preuves de ce qui s'était passé ce soir. C'est ainsi que votre vice-président et votre équipe ont choisi de m'accueillir au dîner annuel de votre entreprise, dis-je en tenant le téléphone pour que Vincent puisse bien voir l'écran.
Son expression changea immédiatement et de manière spectaculaire. Son sourire poli disparut, remplacé par une expression mi-choc mi-horrifiée à la lecture de ces 3 mots magnifiquement calligraphiés. Il me prit le téléphone des mains, scrutant l'image comme s'il n'arrivait pas à y croire. C'est... commença-t-il, puis s'interrompit, le visage rouge de ce que j'espérais être de la gêne et de la colère. Jared, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas notre façon d'être en tant qu'entreprise. Ce n'est pas ainsi que nous traitons qui que ce soit, et encore moins l'entrepreneur qui fournit à votre entreprise des meubles et des installations sur mesure depuis 6 ans. J'ai terminé pour lui. Le même entrepreneur qui a construit ces étagères de salle de conférence que vous avez complimenté le mois dernier et le comptoir d'accueil que 3 magazines de design ont photographié pour des articles de fond. Le rougeoiement de Vincent s'est accentué et je l'ai vu assimiler non seulement l'insulte immédiate, mais toutes les implications plus larges. Les risques juridiques, l'atteinte à la réputation de l'entreprise si cela se savait, l'échec total du leadership qui avait permis qu'une telle chose se produise sous sa direction. Jared, s'il te plaît. Dit-il, sa voix prenant le ton prudent de quelqu'un qui essaie de désamorcer une bombe. Laissez-moi réparer ça. C'est totalement inacceptable et le responsable en subira de graves conséquences. Mais nous pouvons certainement le faire, Vincent, l'interrompis-je d'un ton calme et professionnel. J'apprécie les excuses. Vraiment. Mais je pense que nous savons tous les deux que les excuses ne résolvent pas ce genre de choses. La confiance, une fois brisée, ne se recolle pas comme un morceau de bois avec de la colle et des pinces. J'ai repris mon téléphone et l'ai glissé dans ma poche, puis je l'ai regardé droit dans les yeux avec le même regard fixe que lorsque j'expliquais une pièce compliquée à un client qui ne comprenait pas pourquoi la qualité prenait du temps. À partir de ce soir, ai-je dit. Chaque mot clair et précis. Je coupe tout lien avec Reynard Hérault. Plus de travail sur mesure, plus d'installation, plus de partenariat d'aucune sorte. Les constructions artisanales trouveront des clients qui comprennent la valeur du respect. Le silence qui a suivi était absolu. Vincent me fixait comme si je venais de lui dire que son immeuble était en feu, et je sentais plutôt que je ne voyais l'attention de tous les autres autour de la table se tourner vers nous. C'était la scène qu'ils attendaient depuis le début de la soirée, mais pas celle à laquelle ils s'attendaient. Tu n'es pas obligé de faire ça, a dit Vincent doucement. On peut trouver une solution, se racheter, c'est sûr. Mais je m'éloignais déjà, me dirigeant vers la sortie du pas mesuré d'un homme qui avait dit tout ce qu'il y avait à dire. Derrière moi, j'entendais la voix de Vincent, tranchante et autoritaire, au lieu d'excuses. Lennox, mon bureau. Lundi matin, à la 1re heure. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. L'empire commençait déjà à se fissurer. Sortir du méridien, c'était comme sortir d'un rêve fiévreux et retourner dans le monde réel. L'air frais de la nuit me frappait le visage, dissipant le brouillard de vin et d'adrénaline qui s'était accumulé toute la soirée. Et pour la première fois depuis des heures, je pouvais enfin respirer correctement. Mes mains ne tremblaient pas. J'étais surpris de le découvrir. Et mon rythme cardiaque était stable, comme si je venais de terminer une œuvre d'art particulièrement satisfaisante plutôt que de faire exploser la carrière de ma femme et probablement mon mariage en l'espace de 5 minutes. J'étais à mi-chemin de ma voiture lorsque j'entendis le claquement de talons sur le trottoir derrière moi. La voix de Bianca trancha l'air nocturne comme une lame de scie heurtant un clou. Jared. Jared, attends. Je m'arrêtai mais ne me retournai pas. Pas encore. Il me fallut encore quelques secondes pour réfléchir à ce que j'allais lui dire, à la manière dont j'allais gérer cette conversation qui durait depuis des années sans que nous nous en rendions compte. Qu'est-ce que c'était que ça, demanda-t-elle, légèrement essoufflée à force de me rattraper avec ses talons de créateur. À quoi pensais-tu? Je me retournai. Elle avait l'air différente ici, sous les lampadaires du parking, plus petite, moins soignée qu'à l'intérieur du restaurant. Ses cheveux impeccables commençaient à se détacher de leur élégante tresse. Et il y avait quelque chose de sauvage dans ses yeux que je n'avais pas vu depuis notre enfance, quand nous nous disputions pour l'argent, l'avenir et toutes ces choses qui semblent si importantes quand on cherche encore à savoir qui on va devenir. Je pensais, dis-je prudemment, que j'en avais assez d'être traité comme une ordure par des gens qui ne connaîtraient pas le vrai travail artisanal même si ça leur tombait dessus. Ce n'était qu'une blague, Jared. Les mots étaient plus cinglants qu'elle ne l'aurait probablement voulu, résonnant dans les voitures autour de nous. Une blague stupide et inoffensive que tu as transformée en une option nucléaire. Inoffensif. Je ne pouvais cacher l'incrédulité dans ma voix. Bianca, ils m'ont traité d'idiote sans le moindre indice lors d'un dîner d'entreprise.
Ton dîner d'entreprise. Ton patron, avec qui je suis presque sûr que tu couches, d'ailleurs, a tout orchestré, et tu étais assise là à rire avec eux. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé, et j'ai su que j'avais visé juste pour les nox. La liaison était évidente pour tout le monde sauf moi, apparemment, et même moi, j'avais fini par comprendre. Ce n'est pas ça, on ne l'est pas. Elle a sursauté puis s'est arrêtée, les épaules affaissées, réalisant qu'il était inutile de nier ce qui était écrit sur son visage. C'est compliqué, Jared. Non, ai-je dit, surprise par le calme de ma voix. Vraiment pas. Soit on respecte son mari, soit on ne le respecte pas. Soit on le défend quand on l'humilie, soit on ne le fait pas. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Elle pleurait. Du mascara commençait à couler sur ses joues en fines lignes noires. Tu ne comprends pas la pression que je subis au travail. La politique, la concurrence. Je ne peux pas me permettre de faire des vagues en ce moment. Pas alors que je suis si proche d'être nommé associé principal. Alors, tu m'as jeté sous un bus. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je pensais que tu rirais. Peut-être que tu ferais une blague autodépréciative et que tout le monde passerait à autre chose. Je n'aurais jamais cru que tu, quoi? Te défendre? Avoir un peu d'estime de soi? Le silence s'est installé entre nous, chargé de toutes les choses que nous ne nous étions jamais dites au fil des ans. Tous les petits compromis et accommodements qui semblaient raisonnables à l'époque, mais qui s'étaient apparemment accumulés jusqu'à cet instant, sur le parking d'un restaurant où je venais de mettre le feu à la relation professionnelle qui nous assurait une certaine aisance financière. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Demanda-t-elle finalement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Vincent va virer les nox. Peut-être aussi certains des autres. Et quand la nouvelle se répandra, ce qui s'est passé. Bien, dis-je, et je le pensais. Peut-être que la prochaine fois, ils y réfléchiront à 2 fois avant d'humilier quelqu'un pour leur propre plaisir. Il ne s'agit pas que d'eux, Jared. Il s'agit de nous, de notre vie ensemble. Reynard Hérault était notre plus gros client. Tu te rends compte de l'argent qu'on va perdre? La nouvelle est sortie plus durement que prévu. Quand exactement ta liaison avec ton patron est-elle devenue notre problème, Bianca? Elle n'a pas répondu. Elle est restée plantée là, à pleurer, sur le parking, tandis que les voituriers faisaient semblant de ne pas remarquer le drame familial qui se jouait devant leur restaurant chic. J'ai sorti mes clés de voiture de ma poche, leur poids familier m'a ancré dans quelque chose de réel et de solide. Je rentre à la maison, ai-je dit. On pourra terminer cette conversation quand tu seras prêt à être honnête sur ce qui se passe vraiment. Jared, s'il te plaît. Elle a tendu la main comme si elle allait me toucher le bras, puis a semblé se raviser. On ne peut pas. On ne peut pas trouver un moyen d'arranger ça? Je la regardais, debout, dans sa belle robe de soie, son maquillage ruiné et son image professionnelle soigneusement construite s'effondrant autour d'elle. Et j'ai ressenti quelque chose qui aurait pu être de la pitié si j'avais eu un peu d'énergie émotionnelle à revendre. Certaines choses sont irréparables, Bianca, ai-je dit. Certaines choses sont tout simplement cassées. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti, la laissant sous les lampadaires du parking. Dans mon rétroviseur, je la voyais sortir son téléphone, appelant probablement Linux pour limiter les dégâts et trouver un moyen de gérer ce désastre. Mais alors que je roulais dans les rues tranquilles en direction de chez moi, vers mon atelier, mes outils et ce travail honnête qui ne m'avait jamais fait me sentir petite ou inutile, j'ai réalisé quelque chose qui m'a surprise. Je n'étais pas brisé. Pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois de tout mon mariage, je me sentais complètement et solidement uni. L'empire qu'ils avaient bâti sur l'humiliation des autres était en train de s'effondrer. D'accord. Et c'était moi qui tenais le marteau-pilon. Les 3 premiers jours après le dîner furent étrangement calmes. Je suivais ma routine habituelle, café à 17h30, atelier à 18h, travaillant sur les projets en cours. Mais j'avais une sensation différente, comme si j'évoluais dans un monde qui avait fondamentalement changé pendant mon sommeil. Bianca n'était pas rentrée ce soir-là, et elle ne m'avait pas appelé non plus. Son absence emplissait la maison comme une fumée, s'infiltrant dans chaque pièce et rendant tout temporaire et incertain. Mercredi matin, je mettais la dernière main à une boîte à bijoux pour Madame Peterson, rue Elm, lorsque j'ai entendu le camion postal gronder dans notre allée. D'habitude, je n'aurais pas pris la peine de la vérifier avant le soir. Les factures et le courrier indésirable pouvaient attendre, mais quelque chose m'a poussé à aller à la boîte aux lettres ce jour-là.
Peut-être était-ce l'intuition, ou peut-être simplement le besoin de faire quelque chose de normal dans une semaine qui avait été tout sauf normale. La première enveloppe que j'ai sortie portait l'entête de Reinhard Endro en relief, et pendant une seconde, j'ai eu un pincement au cœur. Une menace juridique, peut-être, ou une demande de paiement pour un travail déjà terminé. Mais en la déchirant, j'ai découvert quelque chose d'inattendu, une lettre d'excuse de Vincent Maddox, rédigée sur du papier à en-tête de l'entreprise et signée de sa main si particulière. Cher Jared, je tiens à vous présenter mes excuses personnelles pour le traitement inadmissible que vous avez subi lors de notre dîner d'entreprise. Ce qui s'est passé ce soir-là va à l'encontre de toutes les valeurs que cette entreprise prétend représenter, et j'assume l'entière responsabilité de la création d'un environnement propice à un tel comportement. Je sais que cela ne répare pas les dégâts causés, mais sachez que d'importants changements de personnel sont en cours pour que cela ne se reproduise plus. Votre savoir-faire et votre professionnalisme ont toujours été exemplaires, et la perte de votre partenariat est une perte que cette entreprise regrettera pendant des années. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai mise de côté et j'ai ouvert la deuxième lettre. Celle-ci venait d'une certaine Delilah Morrison, un nom dont je me souvenais vaguement grâce aux présentations au dîner, mais que je ne parvenais pas à associer à un visage. L'écriture était nette et précise, comme celle de quelqu'un qui avait pris le temps de réfléchir à chaque mot. Cher monsieur Winslow, la lettre commençait ainsi, vous ne me connaissez pas bien, mais j'étais assis 3 chaises plus loin que vous au dîner de vendredi. Je travaille au département design chez Reinhard Endro, et je voulais que vous sachiez que tout le monde à cette table n'a pas trouvé drôle ce qui vous est arrivé. En fait, j'étais tellement dégoûté par toute cette histoire que j'ai enregistré Linux Carter se vantant de la blague devant plusieurs collègues avant votre arrivée. J'ai pensé que vous deviez savoir que ce n'était pas seulement cruel. C'était planifié longtemps à l'avance, et Linux semblait prendre un plaisir particulier à décrire l'humiliation que vous alliez subir. J'ai serré la lettre de plus en plus fort à mesure que je lisais. J'ai joint une copie de l'enregistrement à cette lettre. Je ne sais pas exactement ce que vous comptez en faire, mais j'ai pensé que vous méritiez de connaître la vérité sur le caractère prémédité de cette atteinte à votre dignité. J'ai également pris la liberté de partager cet enregistrement avec plusieurs personnes du secteur qui, selon moi, devraient savoir quel genre d'homme est vraiment Lennox Carter. Les nouvelles se répandent vite. Dans notre secteur, et je soupçonne que sa réputation va considérablement souffrir dans les semaines à venir. La troisième enveloppe était plus épaisse, d'apparence officielle, avec une adresse de retour que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur se trouvait un contrat d'Archer & More Studio, l'un des plus gros concurrents de Reinhard & Rose, m'offrant un partenariat exclusif pour la gestion de tous leurs travaux de menuiserie et d'installation sur mesure. Les conditions étaient meilleures que tout ce que j'avais pu obtenir avec Reinhard & Rose, tarifs plus élevés, plus de liberté créative et une clause garantissant ma mention dans les articles de magazine ou les prix de design. Il y avait également une note manuscrite d'une certaine Patricia Archer. Nous avons entendu parler de votre situation par le biais des canaux professionnels et nous tenons à vous faire savoir que nous avons toujours admiré votre travail. Nous pensons que caractère et savoir-faire vont de pair et nous serions honorés de vous compter parmi nos partenaires. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'appeler dès que possible. Jeudi, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des architectes avec qui j'avais travaillé il y a des années, des promoteurs qui avaient vu mon travail sur d'autres projets, et même quelques clients résidentiels qui avaient entendu parler de ce qui s'était passé. Et je voulais offrir mon soutien. La nouvelle s'est répandue dans le monde de la construction et du design plus vite que je ne l'aurais cru, et apparemment, l'histoire ne présentait pas Reinhard & Rose sous un jour très flatteur. J'ai entendu parler de ce que ces imbéciles vous ont fait, a déclaré Tom Rodriguez, un entrepreneur avec qui j'ai collaboré sur plusieurs projets au fil des ans. Bon sang, Jared, tout le monde en a entendu parler maintenant. Cet enregistrement que Delilah Morrison a partagé a rendu Linux Carter aussi populaire qu'un contrôle fiscal. Plus personne ne veut travailler avec ces gens-là. Quel enregistrement ? Ai-je demandé, même si j'étais presque sûr de le savoir. Tu ne l'as pas encore entendu, mec ? Tu dois l'écouter. Carter se vante en gros d'avoir eu l'idée de t'humilier. Il dit que ce serait drôle de te voir te tortiller. Vraiment classe, ce type. Bref, si je t'appelle, c'est que j'ai 3 clients qui m'ont demandé si je savais comment te contacter. On dirait que les gens respectent un homme qui se défend. Vendredi, c'était la même chose. Un projet de cuisine sur mesure à Westchester, une bibliothèque intégrée pour un cabinet d'avocats du centre-ville, et même une demande d'une chaîne hôtelière pour des travaux de menuiserie dans le cadre de son expansion sur toute la côte est. Mon agenda, qui semblait plutôt vide après avoir rompu avec Reinhard & Rose,
était soudainement bien rempli pour les 6 prochains mois. Ce soir-là, j'étais à l'atelier en train de trier tous les nouveaux contrats et propositions lorsque mon téléphone a sonné une fois de plus. L'afficheur affichait un numéro que je ne reconnaissais pas, mais quelque chose m'a incité à répondre quand même. Est-ce Jared Winslow de Craft with Build? La voix était chaleureuse, professionnelle, avec un léger accent du Sud. Oui, c'est Jared. Monsieur Winslow, je m'appelle Michael Chin et je suis producteur d'une émission de rénovation résidentielle sur Home & Garden Network. On a entendu des histoires intéressantes à votre sujet cette semaine et on se demandait si vous seriez intéressé par un éventuel partenariat. J'ai failli rire. Il y a une semaine, j'étais assis à une table, traité comme un moins que rien par des gens qui se croyaient meilleurs que moi. Et voilà que des producteurs de télévision m'appelaient pour me proposer du travail. Quel genre de partenariat? Ai-je demandé. Nous développons une nouvelle série sur des artisans qui privilégient la qualité et l'intégrité aux marges bénéficiaires. Des hommes et des femmes qui font les choses comme il faut, même quand la mauvaise méthode serait plus facile. D'après ce que nous avons entendu, vous pourriez être exactement le genre de personne que nous recherchons. J'ai regardé mon atelier, les outils que mon père m'avait donnés, les projets à différents stades d'avancement, le travail honnête qui ne m'avait jamais fait me sentir petit ou inutile. Et j'ai souri. Dis-m'en plus, ai-je dit. Parce que parfois, quand une porte se ferme, le monde entier s'ouvre. Le lundi matin, la maison avait développé une sorte d'écho qui n'existait pas auparavant. Chaque pas semblait trop fort. Chaque porte qui se fermait résonnait comme un coup de feu. Et le gargouillis matinal de la cafetière emplissait la cuisine d'une solitude que je n'avais jamais remarquée lorsque Bianca était là pour la partager. Je m'étais habitué à son absence au cours de la semaine écoulée. Le côté vide du lit, le plan de toilette vide de ses produits, le réfrigérateur toujours aussi plein. Mais je ne m'attendais pas à ce que le silence soit si pesant. J'étais assis à la table de la cuisine, parcourant la pile de nouveaux contrats qui semblaient s'allonger chaque jour, lorsque j'entendis sa clé dans la porte d'entrée. Il était un peu plus de 7 heures du matin, plutôt qu'elle ne s'était jamais levée volontairement depuis toutes ces années de mariage. Et quelque chose dans le timing me disait que ce ne serait pas une conversation anodine sur notre retour ensemble. Elle apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, comme si elle avait vieilli de 5 ans la semaine précédente. Ses cheveux habituellement impeccables étaient tirés en arrière en une queue de cheval décoiffée. Elle ne portait pas de maquillage, et ses vêtements de marque avaient été remplacés par un jean et un pull qui avaient connu des jours meilleurs. Mais ce sont ses yeux qui ont vraiment retenu mon attention. Rouge et creux, comme si elle avait pleuré pendant des jours et n'avait plus de larmes. « Il faut qu'on parle », dit-elle d'une voix plus faible que je ne l'avais jamais entendue. J'ai fait un geste vers la chaise en face de moi, l'endroit même où elle s'asseyait chaque matin pour lire des blogs professionnels sur sa tablette pendant que je prenais mon petit déjeuner et planifiais ma journée. Elle s'est assise avec précaution, comme si la chaise allait s'effondrer sous son poids. Et pendant un long moment, nous nous sommes regardés par-dessus la table qui avait été autrefois le centre de notre vie commune. Vincent m'a viré, a-t-elle finalement dit, les mots sortant d'un ton neutre et direct, comme si elle les lisait d'un texte qu'elle avait mémorisé. Pas officiellement. Il parle de démission volontaire en attendant l'évaluation éthique, mais nous savons tous les deux ce que cela signifie. Ma carrière chez Reinhardt & Rowe est terminée. J'ai hoché la tête sans rien dire. Qu'y avait-il à dire? Que j'étais désolé. Que je n'avais pas voulu que les choses aillent si loin. Les deux auraient été des mensonges, et nous en avions eu assez pour durer des vies. Lennox est parti aussi. Elle a continué, les yeux fixés sur ses mains jointes sur la table. Vincent lui a donné le choix entre démissionner discrètement ou être licencié pour motif grave. Il a choisi de démissionner, mais ce qui s'est passé a déjà été révélé. Cet enregistrement de Delilah est partout maintenant. Les blogs professionnels, les réseaux sociaux, et même certains magazines spécialisés l'ont repris. Sa réputation est détruite. Elle a levé les yeux vers moi, et j'ai lu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Ni colère, ni douleur, ni même regret, mais une sorte de confusion perplexe, comme si elle essayait de résoudre un puzzle manquant de pièces. « Pourquoi as-tu fait ça? »« À moi ?» demanda-t-elle, et sa voix se brisa sur le dernier mot. « Pourquoi as-tu dû aller aussi loin? » C'était juste une blague stupide, Jared. Une blague méchante et irréfléchie qui a dérapé. Mais toi, tu en as fait une arme nucléaire qui a détruit tout ce que nous avions construit ensemble. J'ai posé le contrat que je faisais semblant de lire et je l'ai vraiment regardé. Cette femme que j'avais aimée pendant 8 ans,
que j'avais soutenue dans ses changements de carrière, ses drames familiaux et tous les hauts et les bas qui accompagnent la construction d'une vie à deux. Elle était assise à 1 mètre de moi, mais elle aurait aussi bien pu être sur une autre planète. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Dis-je doucement. Ce n'est pas une blague, Bianca. Ce n'est pas une soirée à dîner où les gens ont décidé de se moquer de moi. Alors de quoi s'agit-il? Demanda-t-elle. Et maintenant, il y avait du feu dans sa voix. Un peu de l'ancienne Bianca transparaissait à travers l'épuisement et la défaite. Parce que de là où je suis, on dirait que tu as gâché 8 des années de mariage et tout notre avenir financier parce que tu n'as pas supporté les petites moqueries de mes collègues. Une petite moquerie? J'ai répété les mots lentement, comme si je savourais une saveur amère. C'est vraiment ce que tu crois? Tu crois que ton patron, ton amant, a demandé à quelqu'un d'écrire des bêtises idiotes et sans le savoir sur mon marque-place en guise de plaisanterie amicale? Elle a tressailli au mot « amant », mais n'a pas nié. On avait dépassé le stade des faux-semblants, dépassé le stade des euphémismes prudents et des dénégations plausibles. Ça n'aurait pas dû aller aussi loin, a-t-elle dit, et j'ai entendu le désespoir s'insinuer dans sa voix. Lennox a dit que ce serait juste un petit rire. Quelque chose pour détendre l'atmosphère du dîner. Il a dit, tu ferais probablement une blague autodépréciative à ce sujet, et tout le monde passerait à autre chose. Je n'aurais jamais cru. Tu n'aurais jamais cru que j'aurais assez d'amour-propre pour me défendre. Ai-je fini pour elle? Tu pensais que je restais là, assis là, à accepter la situation, comme toujours. Comme quand tes amis ont fait des commentaires sur mon petit hobby de menuiserie. Comme quand tu as commencé à travailler tard tous les soirs et à rentrer à la maison avec l'odeur de l'eau de Cologne d'un autre. Comme quand tu as arrêté de porter ton alliance parce qu'elle ne correspondait pas à ton image professionnelle. Le silence qui a suivi était différent du silence vide qui avait rempli la maison toute la semaine. C'était un silence chargé de tout ce que nous avions évité pendant des mois, voire des années. Je n'ai pas arrêté de porter ma bague à cause de mon image, a-t-elle finalement dit d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Non, j'étais d'accord. Tu as arrêté de la porter parce que tu avais déjà quitté ce mariage. Ce dîner était juste la première fois que tu me l'as montré. Elle s'est alors mise à pleurer. Pas les larmes dramatiques du parking, mais les pleurs silencieux et impuissants de quelqu'un qui sait avoir perdu quelque chose d'important et ne sait pas comment le récupérer. J'ai vu ses épaules trembler. J'écoutais les doux murmures de son chagrin et je ne ressentais absolument rien. Ni colère, ni satisfaction, ni même pitié, rien du tout. J'ai fait une erreur, dit-elle à travers ses larmes. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je t'aime, Jared. Je sais que je ne te le montre pas ces derniers temps, mais je t'aime. On ne pourrait pas trouver un moyen d'arranger ça? On ne pourrait pas tout recommencer? Je la regardais, assise dans notre cuisine, pleurant les ruines de la vie que nous avions construite ensemble. Et j'ai réalisé que l'homme qui aurait pu répondre oui à cette question. L'homme qui aurait été reconnaissant de son attention, qui aurait été prêt à faire comme si de rien n'était si cela avait permis de préserver la paix était parti. Certaines choses sont irréparables, Bianca, dis-je en utilisant les mêmes mots que j'avais utilisés sur le parking. Certaines choses sont tout simplement brisées. Elle leva vers moi les yeux rouges et gonflés. Alors voilà. 8 ans de mariage et tu es fini. Je réfléchissais à cette question en regardant la cuisine que nous avions rénovée ensemble 3 ans plus tôt, les placards sur mesure que j'avais fabriqués de mes propres mains dans le coin repas où nous nous amusions de nos conversations matinales sur tout et rien. Ouais, dis-je enfin. Je crois que oui. Elle hocha la tête comme si elle attendait cette réponse, s'essuya les yeux avec la manche de son pull et se leva de table. Je vais demander à un avocat de vous contacter pour le divorce, dit-elle d'une voix ferme. Fini les affaires, on peut tout partager équitablement. La maison, les économies, tout. Garde la maison, dis-je. Je ne l'ai jamais beaucoup aimée de toute façon. Et c'était la vérité. Je ne m'étais jamais senti chez moi dans cet endroit avec ses espaces ouverts, ses comptoirs en granit et sa décoration soignée. C'était la maison de Bianca. La vision de Bianca de ce que les gens qui réussissent étaient censés vouloir. Ma place était dans mon atelier, entourée de l'odeur des copeaux de bois et du bruit du travail honnête. Elle se dirigea vers la porte de la cuisine, puis s'arrêta et me regarda une dernière fois. Pour ce que ça vaut, elle a dit, je suis vraiment désolé pour tout ça. Je sais que tu le hais, ai-je répondu. Mais les excuses ne réparent pas une confiance brisée, pas plus que la colle ne répare un morceau de bois coupé à la tronçonneuse. Après son départ, le silence est revenu dans la maison.
Mais cette fois, le silence ne semblait ni pesant ni oppressant. C'était comme une sensation de liberté. 3 mois plus tard, j'étais dans la salle de conférence des studios Archer & More, regardant Patricia Archer caresser le grain de la table en acajou que je venais de terminer d'installer. Le soleil matinal filtrait à travers les baies vitrées, capturant les motifs naturels du bois et les faisant briller comme s'ils étaient éclairés de l'intérieur. C'était le genre de moment qui me rappelait pourquoi j'étais tombé amoureux du travail du bois. Non pas pour l'argent ou la reconnaissance, mais pour le simple plaisir de créer quelque chose de beau qui survivrait à celui qui l'a créé. C'est un travail extraordinaire, Jared. Dit Patricia, sa voix se remplit du genre d'appréciation réelle que j'avais rarement entendu à Reinhard Hérault. La menuiserie est impeccable et la façon dont vous avez égalé le grain sur toute la surface. C'est comme regarder un seul morceau de bois qui vient de grandir sous la forme d'une table de conférence. J'ai souri et jeté ma propre main le long de la surface, sentant la douceur qui avait pris 3 couches de finition frottées à la main et d'innombrables heures de ponçage à réaliser. C'est l'idée. La plupart des gens précipitent le processus de contrepartie. Mais si vous prenez le temps d'étudier vraiment le bois pour comprendre comment il veut s'asseoir, vous pouvez créer quelque chose qui semble que la nature le voulait de cette façon. Eh bien, nos clients vont être impressionnés, a déclaré Patricia, sortant son téléphone pour prendre des photos. En parlant de cela, le groupe d'hôtels Méridien aime les échantillons que vous avez envoyés pour leur projet du centre-ville. Ils veulent aller de l'avant avec le contrat complet, tous les meubles du hall, la réception et le moulin à œuvre pour leur suite premium. C'est une affaire de 6F, Jared. Probablement le plus gros contrat que vous ayez jamais conclu. L'ironie n'a pas été perdue pour moi. Le Méridien Hotel Group était la même entreprise qui possédait le restaurant Méridien où mon mariage s'était essentiellement terminé sur une carte de place et une chambre pleine de rires cruels. Maintenant, il m'offrait le genre de travail qui établirait des constructions d'artisanat en tant qu'acteur majeur sur le marché de l'hôtellerie de luxe. Qu'en est-il de la chronologie? J'ai demandé, calculant déjà mentalement les matériaux dont j'avais besoin et l'aide supplémentaire que je pourrais avoir à embaucher. Ils veulent inaugurer le projet le mois prochain avec l'installation de travail de 1000 prévue pour le début de l'automne. Je sais que c'est ambitieux, mais ils vous ont spécifiquement demandé après avoir vu quelques photos de vos travaux précédents. Apparemment, le mot a contribué à votre approche, à des principes des affaires. C'était la façon diplomatique de Patricia de se référer à ce qui s'était passé à Reinhard Hérault. L'histoire était devenue quelque chose d'une légende dans la communauté.